Merci, professeur Alaoui. À mon tour de remercier le comité d'organisation à leur tête, professeur Brahimi, de m'avoir invité à être parmi les orateurs de cette journée. Je vous félicite pour la qualité de l'organisation de ces journées. Annuellement, c'est une occasion de se rencontrer pour discuter de thématiques de plus en plus contraignantes pour le corps médical. Et j'ai l'occasion de parler ce jour du tabac et des cancers. Sans répéter les notions qui ont été précédemment dites par mes collègues, je voudrais insister sur le fait que pour chaque 3 patients cancéreux qui décèdent, 1 décède par le tabac. Sur chaque décès, 3 consécutifs, il y en a un dont le cancer a été causé par le tabac. C'est la première cause évitable des cancers. Et on a une liste assez pertinente de preuves pour prouver que le tabac est lié à la cancérogénèse. Vous avez devant vous ici une petite charte de plan de ce que va présenter cette quelques minutes, ces 20 minutes qui vont suivre. On va parler du lien entre le tabac et la cancérogénèse. On va parler des types de cancers provoqués par le tabac. Également, quel est l'impact du tabac sur le traitement des cancers. Et enfin, du bénéfice du sevrage du tabac. Commençons par le contexte. En fait, ça a été déjà dit auparavant, mais comment on y est arrivé maintenant à une épidémie mondiale? Au départ, les Amérindiens ne l'utilisaient pas abusivement comme on le faisait. Et comment on le fait maintenant? Ils l'utilisaient à certains rituels médicaux contre la douleur, ou bien de purification. C'était ancré dans leur pratique spirituelle. Des usages très codifiés et sans abus. Mais bien sûr, avec les explorateurs européens et l'utilisation en tant que de grain, comme on disait, l'herbe de Nico, qu'il a utilisé pour soigner les migraines de son roi, le roi François II de France, et elle a été réputée comme une herbe, une plante qui soigne tout. Puis après, aux années 1800, avec l'industrialisation et les empires coloniaux qui ont commencé à implanter un petit peu l'herbe un peu partout, on a été témoin d'un excès de production de cette plante. Il faut des consommateurs, donc place à la publicité et à l'ajout de modificateurs du goût et de substances addictives, encore plus que la nicotine, pour essayer de pousser et de recruter plus de consommateurs. Vous avez devant vous les fameux symboles de libération de la femme aux années 20 comme fumeuse, donc elle est libre, et les hommes qui au départ avaient honte de fumer la cigarette avec filtre parce qu'elle a été conçue pour les femmes, on leur a vendu le produit comme preuve de virilité. Et c'est les cow-boys qui fumaient dans tous les films. Après, avec la Deuxième Guerre mondiale, fumer était un non-allemand avec les armées des Alliés, parce qu'on va voir après que les premières enquêtes épidémiologiques qui ont prouvé le lien entre cancer du poumon et le tabac étaient réalisées en Allemagne. Donc, aux années 30, l'Allemagne a commencé à proscrire le tabagisme. Les soldats allemands ne fumaient plus. Et puis, les autres, de l'autre côté, doivent fumer pour prouver qu'ils ne sont pas allemands. Et M. Churchill le faisait bien avec cette image. Et malgré ça, malgré plusieurs études qui disaient que non, il ne faut pas fumer, il y avait un fort pouvoir des lobbies des fabricants. En l'occurrence, avec cette plaque-là que vous voyez devant vous, on a le top 10 des fabricants du tabac au niveau du monde. La fameuse Philip Morris, qui est la marque, la société fabricante du Marlboro. Et devant vous, toute la suite des autres fabricants. On a en bas de la liste, quand même, elle fait partie du top 10, une société implantée en Égypte. Le chiffre d'affaires à la fin décembre 2024 de ces 10 sociétés équivaut à plus de 500 milliards de dollars. À titre d'exemple, c'est plus de 13 fois le budget général du gouvernement du Maroc au titre de l'année 2025. Pour voir un petit peu le fort pouvoir
de ces fabricants qui sèment toujours la controverse. Est-ce que c'est vrai que le tabac provoque le cancer ou pas? On va voir maintenant ce lien sur le plan biologique. C'était la fameuse image de l'autopsie de la cigarette. Plus de 60 substances, elle a été prouvé qu'elle provoque le cancer. Elle provoque comment? Elle va agir sur l'ADN. Elle va faire quoi sur l'ADN? Soit elle va provoquer une mutation, soit elle va amplifier une mutation déjà préexistante, soit de l'autre versant, au niveau enzymatique, au niveau hépatique, elle va être métabolisée différemment d'un individu à l'autre. Et du versant immunitaire, s'il y a une cellule cancéreuse que l'immunité doit faire son rôle sur cette cellule et l'éliminer, elle va essayer de bloquer les lymphocytes et empêcher la destruction des cellules cancéreuses. Elle bloque, en l'occurrence, avec les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, des lymphocytes, qui était l'effet immunomodulateur pour la RCH, comme a dit notre collègue tout à l'heure. C'était une modulation pour la RCH parce que ça allait combattre les poussées. C'est un immunosuppresseur. Et donc pour le cancer, c'est un effet délétère parce que ça va aider à pousser. Ces cellules cancéreuses vont proliférer encore plus. Ici, la liste des principaux carcinogènes contenus dans la cigarette. En tête de liste, on a les hydrocarbures polycycliques aromatiques, les nitrosamines, les aldéhydes, et également d'autres produits, en l'occurrence les cadmium, les métaux lourds. Eh bien, comme nous sommes humains et on cherche des solutions, on va dire, moi je ne vais pas fumer le tabac, je vais le mettre autrement. Eh bien, il y a une autre liste qui existe pour le tabac non fumé, le tabac chiqué ou bien sniffé. Chacun sa culture et chacun ses habitudes. Eh bien, ça n'évite pas le cancer. Elle contient également les mêmes substances cancérigènes. Et à titre d'exemple, une chic de 30 minutes mise sous la lèvre, shemma, bien le kala, 30 minutes équivalent à 4 cigarettes en quantité de nicotine. Maintenant, je partage avec vous cette étude. Elle va parler en fait de la complexité des mutations génétiques provoquées par le tabac. Mais au départ, je vais partager avec vous cette plaque qui représente, sur la série examinée de 250 patients, 250 tumeurs auxquelles ils ont fait le séquençage génomique complet. On voit très bien que 3/4 des patients fumaient actuellement ou bien étaient des ex-fumeurs. Donc, sur 3/4 des patients cancéreux, c'était le tabac qui a causé le cancer. Et ils n'ont pas empêché le fait qu'il a eu une bonne hygiène orale, qu'il ne buvait pas des boissons chaudes ou qu'il a eu un bon index de masse corporelle, n'a pas empêché la prolifération du cancer parce que le tabac était là. Là, la liste des principales mutations qu'ils avaient trouvées, des substitutions simples bases, SBS ici, les principales signatures, des doubles bases qui sont plus délétères et plus difficiles à réparer, des insertions et délétions. Les généticiens vont bien comprendre ces plaques. Moi, je n'ai pas bien compris cette plaque, mais sur celle-là, on voit bien qu'il y a des substitutions de bases. C substitué en A, C par G, plusieurs bases substituées sur la séquence d'ADN, que ce soit en simple substitution, dont le nombre avoisine les 12 000, ou en double substitution, ou en sorte d'insertion-délétion de base. Ce qui intrigue le plus, c'est que chez les non-fumeurs, on voit seulement 2 mutations sur 68, comparé à 60 mutations sur 128, donc à peu près 2 fois. Pour chaque fumeur, on a le nombre de mutations multiplié par 20. 20 à 30 fois le nombre de mutations contenues dans les tumeurs des non-fumeurs. Et également, sur le cancer du larynx, il a été trouvé qu'il y a une forte charge mutationnelle. Parmi les cancers retrouvés et les causes, là on parle de la sphère ORL, donc nous avons les causes HPV, les causes tabac et alcool, ou bien alcool seul. On trouve que sur les drivers oncogéniques
les plus réputés pourvoyeurs de cancer, le fameux rétinoblastome 1 heptène et TP53, on voit que la part du tabac dans la genèse de ces mutations-là, elle est la plus prépondérante pour presque toutes les mutations. Il y a encore un autre tableau qui va maintenant lier chaque substance à un type de cancer. Et maintenant, on n'a plus de raison de multiplier les preuves. C'est prouvé que le cancer est là à cause du tabac. Mais malgré tout ceci, qui d'entre nous n'a pas essayé de conseiller quelqu'un d'arrêter le tabac? Il lui a dit, même moi je connais quelqu'un de ma famille qui fume depuis 60 ans, il n'a jamais eu aucune maladie. Nous-mêmes on peut y penser parfois. Ben, ça s'explique par la génétique. Chacun chez elle, et bien sûr dans nos gènes, on a des capacités différentes de conversion enzymatique. En convertissant des substances cancérigènes contenues dans la cigarette, on peut les activer ou bien les éliminer, comme on va voir sur ce schéma-là. Là, c'est un schéma d'activation des principaux carcinogènes. BAP, c'est un des polycycliques aromatiques, le benzopyrène A, et les NNK et NNN sont des nitrosamines. On trouve que dans le foie, les principaux schémas enzymatiques d'activation de ces carcinogènes passent à travers le cytochrome P450. Au niveau du foie, chacun son capital enzymatique, donc chacun son métabolisme à cette étape-là. Chacun son activation des carcinogènes contenus dans la cigarette pour provoquer le cancer à travers des adduits d'ADN. Donc chacun son activation et en même titre, chacun sa détoxification. Si jamais il y a activation et provocation d'adduits d'ADN, il y aura encore une différence interindividuelle dans la réparation des lésions. Chacun son capital enzymatique de réparation des lésions à l'ADN. Donc il y a des différences énormes. Et encore plus, s'il y a genèse de cellules cancéreuses, il y aura l'immunité qui va différer d'un individu à l'autre. Et avec le tabac, il y a certainement un certain blocage, un endormissement du système immunitaire pour laisser les cellules cancéreuses proliférer. Donc ça diffère, comme on vient de dire, en fonction de l'activation, de la détoxification, de la réparation, et également des autres facteurs associés, pollution de l'air, immunodépression associée, période de stress. On fume encore plus aux périodes de stress, et c'est ce stress-là qui diminue encore plus l'immunité, et c'est un cercle vicieux. En gros, le risque de développer un cancer lié au tabac dépend de 3 facteurs. La consommation moyenne, c'est-à-dire la quantité fumée, la durée d'exposition à ce tabac, mais surtout l'âge de début. La même quantité et la même durée, si on s'y expose à 40 ans, ce n'est pas la même chose que si on s'y expose à 15 ans. Pas du tout. Et bien sûr, c'est en fait, malheureusement, la plupart des gens deviennent fumeurs à cet âge-là, à cet âge jeune, entre 18 ans et 25 ans. Pourquoi? Eh bien parce que sur une enquête menée par l'OMS il y a à peu près 15 ans, ils ont trouvé que chez nous, à la région MENA, ils ont trouvé qu'il y a un fort taux d'exposition aux publicités du tabac. 15% des jeunes possèdent un objet qui porte un logo d'une société fabriquant une cigarette, et un enfant ou jeune adulte sur 10 s'est vu offrir une cigarette gratuitement. Un certain recrutement explicite.